Le matin où l'on a lu le testament de ma grand-mère, je suis reparti avec une maison en ruine dont personne ne voulait, et la voix de mon père résonnait encore à mes oreilles. Elle t'a donné ce que tu pouvais gérer. 4 mois plus tard, un contremaître m'a appelé à 10 heures du soir et m'a dit 7 mots qui ont tout changé. Madame, on a trouvé quelque chose dans le mur. Quand je suis arrivé devant la maison, les gyrophares de la police tournaient déjà dans l'allée, et la boîte en acier qu'ils avaient extraite d'une fausse cloison portait mes initiales gravées sur son couvercle. Ce qu'il y avait à l'intérieur ne prouvait pas seulement que ma famille avait tort, cela prouvait leur criminalité. Mais je vais trop vite en besogne. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Mais seulement si cette histoire vous touche vraiment, et laissez votre ville et leur local en commentaire. J'adorerais savoir d'où vous m'écoutez. Je m'appelle Élise Arrow. J'ai 28 ans, et voici l'histoire de la pire chose que ma famille m'ait jamais faite, et de la façon dont ma grand-mère, même après sa mort, s'est assurée qu'ils en répondent. Laissez-moi vous ramener en septembre dernier, à un dîner du dimanche où j'étais assise au bout de la table, près de la cuisine, assez près pour débarrasser les assiettes. Chaque dimanche à 18 h, la famille Arrow se met à table pour dîner. Ce n'est pas une invitation. C'est une convocation. La maison est de style colonial. Colonne blanche, volets noirs, une pelouse manucurée dans le comté de Fairfield, au Connecticut. De la rue, on dirait un portrait de famille. De l'intérieur, on se sent comme dans un tribunal où le verdict était déjà scellé avant même que l'on s'assoie. Mon père, Richard, occupe le bout de la table. Ma mère, Vivien, est assise à sa droite. Ma sœur, Céleste, à sa gauche. Je suis assise au fond, près de la cuisine, assez près pour débarrasser les assiettes. Ce soir, Vivien est radieuse. Céleste a eu une promotion, directrice de compte senior. Elle pose son verre de vin comme si elle plaçait un trophée. Richard hoche lentement la tête, comme le fait un homme qui croit avoir bâti quelque chose. C'est le bureau de Boston, demande-t-il. Responsable régional, dit Céleste. Elle ne sourit pas. Elle n'en a pas besoin. La pièce sourit déjà pour elle. J'attends une pause. J'ai aidé une famille à obtenir un logement permanent cette semaine. Une mère célibataire, 2 enfants. Ils étaient dans un refuge depuis c'est bien, ma chérie. Vivien ne lève pas les yeux. Céleste, parle à ton père du comte de Boston. La conversation continue. Je coupe mon poulet. Après le dîner, je fais la vaisselle, seule. Céleste part sans dire au revoir. Mes parents se retirent dans le salon. Personne ne me demande de rester. Sur le chemin du retour, mon téléphone vibre. Un message vocal. La voix de ma grand-mère Margaret, chaude et posée. Ellie, j'ai fait ton gâteau au citron aujourd'hui. Viens le chercher avant que ta mère ne le fasse. Elle m'appelle chaque semaine. Elle se souvient de ma recette préférée. Elle me demande des nouvelles de mes dossiers, de mes clients, de mes mauvaises journées. Elle m'a dit un jour quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque. Nous étions assises sur le porche de sa vieille maison à Ridgefield, celle où elle a grandi, celle que plus personne ne visite. Elle regardait les murs comme s'ils tenaient une conversation qu'elle seule pouvait entendre. Et elle a dit, il y a des choses que j'ai cachées dans cette maison, Élise. Le moment venu, tu comprendras. Je pensais qu'elle parlait de souvenirs. Elle a dit ça 3 mois avant de mourir, et maintenant je sais qu'elle ne parlait pas du tout de souvenirs. L'appel arrive à 2h07 du matin, un mardi. Une infirmière de Saint-Vincent, la voix prudente et préparée. Madame Arrow, je vous appelle au sujet de votre grand-mère, Margaret Arrow. Elle s'est éteinte dans son sommeil il y a environ 1 heure. Je suis vraiment désolé. Je ne me souviens pas avoir raccroché. Je me souviens de mes chaussures. Je les ai mises au mauvais pied et ne m'en suis rendu compte qu'une fois sur l'autoroute. 40 minutes plus tard, j'arrive sur le parking de l'hôpital. 2 voitures y sont déjà. L'Audi noir de mon père et une berline argentée que je ne reconnais pas. À l'intérieur, je m'attends à trouver ma famille à son chevet. Au lieu de ça, je les trouve dans le couloir. Richard, Vivien, et un homme en costume gris que je n'ai jamais vu. Ils sont debout en cercle serré près des distributeurs automatiques. L'homme tient un porte-document en cuir. Mon père hoche la tête. Céleste est adossée au mur à quelques mètres de là,
faisant défiler son téléphone. Ses yeux sont secs. Personne ne me remarque quand je passe devant eux. J'entre seul dans la chambre. Grand-mère Margaret est immobile, les mains jointes. Le moniteur est éteint. La pièce est silencieuse, d'une manière qui ne semble pas vide. On dirait qu'elle vient de finir une phrase et qu'elle attend que quelqu'un s'assoie. À son poignet, elle porte toujours le bracelet en argent. Fin, terni, simple. Elle l'a porté chaque jour pendant 40 ans. Je referme doucement ma main autour et la tiens. Quand je retourne dans le couloir, Richard est en train de boutonner son manteau. Nous devons discuter de la succession, dit-il. Bientôt. Pas de main sur mon épaule. Pas de « ça va ?» Vivien ajuste son écharpe. Ta grand-mère était âgée, Élise. C'était son heure. Concentrons-nous sur ce qui compte maintenant. Je regarde l'homme en costume gris. Il évite mon regard. Je demande à l'infirmière si je peux garder le bracelet. Elle acquiesce. Vivien y jette un coup d'œil. Ce n'est que de la camelote, Élise. Prends-le si tu veux. Je le mets dans la poche de mon manteau et je presse ma main à plat contre lui pendant tout le trajet du retour. Il est chaud, comme si elle venait de l'enlever. Plus tard, j'apprendrai que l'homme en costume gris était un avocat nommé Gordon Blake. Quelqu'un que ma grand-mère n'avait jamais engagé. Quelqu'un qui est apparu à l'hôpital à 3 heures du matin, avant même que la famille ne soit prévenue. Mais ça, je ne le sais pas encore. Pas ce soir. Ce soir, je tiens juste le bracelet et je conduis. Les funérailles ont lieu dans une petite église en pierre à Weston. Plus de 80 personnes sont venues. Margaret Harrow était le genre de femme qui se souvenait du nom de vos enfants et de l'anniversaire de votre chien. Les gens l'aimaient sans effort. Richard prononce l'éloge funèbre. Il se tient derrière le pupitre dans un costume bleu marine, la voix stable, les mains ouvertes. Ma belle-mère était un pilier de cette famille. Il dit qu'elle croyait en la loyauté. Elle croyait en l'héritage. Il marque une pause pour faire de l'effet. Nous l'honorons en restant unis. Je suis assise au 2e rang et je compte les mensonges. Richard a rendu visite à ma grand-mère 2 fois ces 2 dernières années. Les 2 fois, il est parti en moins d'1 heure. Après la cérémonie, les personnes en deuil se rassemblent dans la cour de l'église. Je me tiens à l'arrière, tenant une tasse de café que je n'ai pas touchée. Les gens me serrent la main. La plupart d'entre eux se dirigent rapidement vers Vivien, qui est posté près de l'entrée, acceptant les condoléances comme une diplomate. Puis une main touche mon coude, douce, ferme. Dorothy Callahan, 81 ans. L'amie la plus proche de ma grand-mère depuis plus de 5 décennies. Elle me tire à l'écart près de là et parle à voix basse. Ta grand-mère parlait tout le temps de toi, Élise. Chaque semaine. Ses yeux sont rouges mais concentrés. Elle était inquiète. Elle a dit qu'elle avait pris des précautions. Des précautions pourquoi? Dorothy ouvre la bouche, puis la referme. Vivien se dirige vers nous, un large sourire aux lèvres, les bras ouverts. Dorothy, merci beaucoup d'être venue. Vivien l'enlace dans une étreinte qui dure juste assez longtemps pour une photo. Nous sommes tous en deuil ensemble. Dorothy recule. Elle me lance un dernier regard. Le genre de regard qui dit, pas ici. Pas maintenant, mais bientôt. Ce soir-là, Céleste publie une photo de la cérémonie sur Instagram. Elle est debout à côté des fleurs du cercueil, la tête inclinée, les yeux doux. La légende dit, repose en paix, grand-mère. Nous avons eu la chance d'être ta famille. Elle ne me tague pas. Elle ne l'a jamais fait. Je suis assise dans mon appartement et je fixe le bracelet sur ma table de chevet. Précaution. Quel genre de précaution une femme prend-elle lorsqu'elle a peur de sa propre famille? 3 semaines après les funérailles, nous sommes convoqués au bureau de Gordon Blake, avocat, un nom que je n'avais jamais entendu avant la mort de grand-mère. Un homme qui, apparemment, détient maintenant les clés de tout ce qu'elle a laissé. Le bureau est froid. Mur beige, une table de conférence trop longue pour 5 personnes. Richard est assis à une extrémité, les jambes croisées, les mains jointes, Vivien à côté de lui, le dos droit. Céleste en face de moi, les yeux sur son téléphone. Blake ouvre un porte-documents en cuir. Il lit sans lever les yeux.
À Richard et Vivian Arrow, la gestion de la fiducie familiale, évaluée à environ 1,8 million d'euros, y compris la surveillance de tous les actifs liquides et des comptes d'investissement. À Céleste Arrow, la résidence principale dans l'ouest du Connecticut, ainsi que le portefeuille d'investissement associé. À Elise Arrow, la propriété située au 14 Birch Hollow Road, Ridgefield, Connecticut. J'attends la suite. Il n'y a pas de suite. Le 14 Birch Hollow est la maison d'enfance de ma grand-mère. Une maison abandonnée depuis plus de 10 ans. Toit qui fuit, mur fissuré, système électrique condamné par le comté il y a 2 ans. Tout le monde dans cette pièce le sait. Richard se tourne vers moi. Son visage est l'expression neutre et soigneusement étudiée d'un homme qui a répété ce moment. Ta grand-mère connaissait tes limites, Élise. Elle t'a donné ce que tu pouvais gérer. Vivien croise les mains. Au moins, tu as un toit. Tout le monde n'a pas ça. Céleste ne lève pas les yeux de son téléphone. Je fixe Blake. Ma grand-mère m'a dit qu'elle prendrait soin de moi. Elle me l'a dit en face. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Richard se penche en avant. Traites-tu ta grand-mère décédée de menteuse? La pièce est immobile. Blake ferme le porte-document. Je me lève. Je prends mon manteau. Je sors sans regarder aucun d'entre eux. Dans le parking, je reste assise dans ma voiture pendant 11 minutes avant de pouvoir tourner la clé. Mes mains tremblent. Je les presse à plat contre le volant jusqu'à ce que le tremblement cesse. Puis je remarque quelque chose. L'adresse. 14 Birch Hollow Road. Ridgefield. La même maison. Le même porche. Les mêmes murs que grand-mère regardait un jour en disant « Il y a des choses que j'ai cachées dans cette maison, Élise. » Je tourne la clé. Je me mets en route. La maison du 14 Birch Hollow Road semble avoir perdu un combat contre le temps et avoir abandonné à mi-chemin. Je me gare sur l'accotement en gravier et reste assise dans la voiture une minute entière, juste à la regarder. Une ossature victorienne, un porche qui fait le tour de la maison, affaissé dans le coin gauche. 3 des fenêtres de devant sont fissurées. Les gouttières pendent comme des dents branlantes. Les mauvaises herbes ont envahi le jardin jusqu'à ma taille. Un voisin de l'autre côté de la rue tire un rideau, m'observe, et le laisse retomber. Je pousse la porte d'entrée. Elle grince mais s'ouvre. À l'intérieur, poussière, moisissure, silence. Les planchers sont mous par endroits, pourris par des années de pluie s'infiltrant par le toit. La rampe de l'escalier a perdu la moitié de ses balustres. Un oiseau a fait son nid quelque part dans le plafond. Mais ensuite, la cuisine. Sur le mur, derrière une couche de crasse, il y a une photographie encadrée. Petite, délavée. Une jeune femme tenant un bébé, debout devant cette même maison. Le jardin est propre. Le porche est blanc. La femme sourit. Je la retourne. Au dos, écrit à l'encre qui a bavé avec le temps, pour ma Élise, la maison se souvient. Grand-mère a écrit ça. Mais quand je pose la photo sur le comptoir et que j'appelle la seule personne que mon collègue de l'association m'avait chaudement recommandée pour les rénovations. Franck Delaney répond à la 3e sonnerie. Il vient le même après-midi, parcourt toute la maison en silence, teste les planchers avec sa botte, passe une main le long des murs. Quand il a fini, il se tient sur le porche et enlève sa casquette. 70 000 euros minimum. Vous avez ce genre d'argent? J'ai 23 000 euros d'économie et une ligne de crédit que je n'ai pas touchée. Ce n'est pas assez. C'est tout ce que j'ai. Je me débrouillerai, dis-je. Franck m'étudie, puis hoche la tête une fois. Je réduirai les coûts où je peux. Vous êtes solvable. Son équipe commence le lundi suivant. Ils arrachent le papier peint, enlèvent les revêtements de sol, commencent à démolir les murs endommagés. Le 2e jour, Franck m'appelle dans le salon. Il se tient devant le mur du fond, sa lampe de poche pointée sur la charpente exposée. Ce mur est bizarre, dit-il. Double épaisseur. Quelqu'un a construit une fausse cloison ici, exprès. Je regarde l'espace entre les 2 couches. Sombre, creux, intentionnel. Continuez, je lui dis. Franck me regarde, puis se retourne vers le mur. Madame, quelqu'un ne voulait pas qu'on touche à ce mur, mais c'est votre maison. Il prend la masse.
Richard appelle le lendemain soir. Je laisse sonner 2 fois avant de répondre. Élise, sa voix est mesurée. Entraînée. Cette maison est un gouffre financier. Tu le sais. Je te la rachète. 15 000 € en espèces. Au moins, tu repartiras avec quelque chose. 15 000 € pour la maison où ma grand-mère a grandi. La maison dont elle m'a dit de me souvenir. Non, dis-je. Silence. Alors tu fais une erreur. Je raccroche. Le lendemain matin, un SMS de Vivian. 3 paragraphes. Le premier commence par « Tu es en train de déchirer cette famille, Élise ». Le deuxième « Ta grand-mère aurait honte de ton comportement ». Le troisième « Tout ce que nous avons fait, c'est suivre ses volontés. Rends-nous ce que tu as trouvé et nous pourrons passer à autre chose en famille ». Elle termine par un emoji de visage en pleurs. Je le lis une fois. Je ne réponds pas. 2 jours plus tard, Céleste appelle. La première fois depuis des mois. Prends l'argent et passe à autre chose. Pourquoi tu rends les choses bizarres? Céleste, tu as eu la maison de Weston. Tu as eu les investissements. Grand-mère ne m'aurait pas laissé une ruine. Tu le sais, non? Une pause. Parce que je l'ai mérité. J'étais là pour grand-mère. Céleste a rendu visite à ma grand-mère 3 fois l'année dernière. Je le sais parce que grand-mère tenait un livre d'or près de la porte. Puis quelque chose de pire arrive. Ma banque m'appelle. Un homme se présentant comme mon père les a contactés pour s'enquérir du statut et des détails de mon prêt personnel. Nous n'avons rien divulgué, dit le conseiller, mais nous voulions vérifier. Avez-vous autorisé cette demande? Non. Ils n'attendent pas seulement que j'échoue. Ils essaient de provoquer cet échec. Ce soir-là, je suis assise sur le porche du 14 Birch Hollow. Le bois craque sous moi. Quelque part à l'intérieur, l'équipe de Frank a laissé ses outils soigneusement empilés contre la charpente exposée. J'appelle Frank. Accélérez, dis-je. Démolissez tous les vieux murs. Tous. Frank marque une pause. Vous vous attendez à trouver quelque chose? Ma grand-mère m'a dit que la maison se souvient. Je veux savoir ce dont elle se souvient. Frank laisse échapper un long soupir. D'accord, on commence la fausse cloison du salon demain. Je raccroche et je fixe le jardin sombre. Le vent s'engouffre par les fenêtres brisées derrière moi, et la maison gémit comme si elle retenait son souffle. Jeudi, 21h47. Je suis assise en tailleur sur le sol de mon appartement, triant les reçus pour la rénovation, quand mon téléphone s'allume. Franck Delaney. Il n'appelle jamais aussi tard. Madame. Sa voix est différente. Basse, tendue, comme s'il tenait le téléphone près de sa bouche. On a trouvé quelque chose derrière la fausse cloison dans le salon. Je ne peux pas vous l'expliquer au téléphone. Qu'est-ce que c'est? J'ai appelé la police, madame. Ils ont dit de ne rien toucher. Un temps. Et ne parlez pas de ça à vos parents. Ne le dites pas à votre sœur. Venez, c'est tout. Je ne demande pas pourquoi. Quelque chose dans sa voix me dit de ne pas perdre de temps en question. Le trajet de mon appartement à Ridgefield prend 34 minutes. Ce soir, sous la pluie, il en prend 26. Mes essuie-glaces battent un rythme que je ne peux pas suivre. Mes mains agrippent le volant à 10h10 et ne lâchent pas. Je pense à ce qui pourrait se trouver derrière ce mur. De l'argent, de la drogue, quelque chose de criminel, quelque chose d'enterré. Mon esprit passe en revue toutes les possibilités terribles et n'aboutit à rien. La maison apparaît à travers la pluie. 2 voitures de police sont garées devant, leurs gyrophares balayant de bleu et de rouge les arbres mouillés. Frank se tient sur le porche, sa casquette à la main, le visage pâle sous la lumière du porche. À l'intérieur, dit-il. Je le suis par la porte d'entrée. 2 officiers sont dans le salon. L'un photographie la scène. L'autre se tient en retrait, les bras croisés, observant. La fausse cloison est ouverte, la charpente exposée. De la poussière de plâtre sur le sol. Et là, posée dans le creux entre les 2 couches de mur, une boîte en acier, de taille moyenne, peut-être 60 cm sur 30, couverte de décennies de poussière.
Sur le couvercle, gravé dans le métal en traits délibérés et réguliers, 2 lettres EH. Mes initiales. Je m'agenouille. Mes doigts planent au-dessus de la gravure. La poussière est intacte, sauf là où le faisceau de la lampe de poche de Franck a tracé ses contours. Ma grand-mère a mis ça ici, derrière une fausse cloison, dans une maison qu'elle a léguée uniquement à moi. Gravé de mes initiales, verrouillé par une combinaison que je n'ai pas encore essayée. Et elle l'a fait bien avant de mourir. Depuis combien de temps cela attendait-il? L'officier avec l'appareil photo recule. C'est votre propriété, madame. Vous pouvez l'ouvrir. Nous devons juste documenter ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'agenouille devant la boîte. La serrure à combinaison à 4 chiffres. Je la fixe et je pense à tous les numéros que ma grand-mère m'a fait mémoriser. Son numéro de téléphone, son adresse, les mesures de ses recettes. Puis j'essaie le plus simple. Mon anniversaire, le 19 mars. La serrure s'ouvre avec un déclic. Le couvercle est lourd. Je le soulève à 2 mains. À l'intérieur, la boîte est divisée en 3 compartiments bien nets, chacun doublé de tissu. Le genre de soin que l'on accorde qu'aux choses qui comptent. Le premier compartiment contient une enveloppe épaisse scellée à la cire. Je la décachette. À l'intérieur, un document manuscrit, 4 pages sur du papier réglé. En haut de la première page, dans l'écriture incomparable de ma grand-mère, dernière volonté et testament de Margaret Ann Whitfield Arrow, daté de 18 mois avant le testament que Gordon Blake a lu dans son bureau. 2 signatures de témoins en bas, un sceau de notaire. C'est le vrai, l'original. Le deuxième compartiment contient une lettre, 4 pages, également manuscrite. La première ligne dit « Ma très chère Élise, si tu lis ceci, alors ils ont fait exactement ce que je craignais. » Ma vision se brouille. Je presse la paume de ma main contre mon œil et continue de lire. Elle écrit sur Richard, sur la fiducie, sur la pression, sur la peur. Ils me volent depuis 2 ans. Je ne pouvais pas les arrêter seul, alors je me suis préparé. Le troisième compartiment contient une plus petite enveloppe estampillée, privée, à l'encre rouge. Je tends la main pour la prendre. Madame. L'officier s'avance. Celle-là. Nous vous recommandons de la faire examiner par un avocat d'abord. Certains contenus pourraient constituer des preuves. Je retire ma main. Je regarde les 2 officiers, puis Franck, qui se tient dans l'embrasure de la porte, agrippant le cadre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Demande Franck. Je brandis le premier document. Mes mains tremblent, mais ma voix, non. Son vrai testament, celui qu'ils ont essayé d'effacer. L'officier prend une photo. Je lis les termes. Le vrai testament me lègue la fiducie, en totalité, et la maison de Weston. Céleste reçoit cette maison à Ridgefield et 50 000 €. Richard et Vivian reçoivent chacun 1 euro, et en bas, de la main de grand-mère, pour qu'ils sachent que je ne les ai pas oubliés. Simplement, je n'ai pas pardonné. La pièce est silencieuse. La pluie frappe la fenêtre. Franck laisse échapper un souffle qu'il retenait depuis mon arrivée. Je plie la lettre avec soin et la presse contre ma poitrine. Le papier a une légère odeur de lavande, la même qui habitait chaque pièce qu'elle a occupée. Ils te diront que je ne t'aimais pas assez pour te donner plus, a-t-elle écrit. La vérité, c'est que je t'aimais trop pour les laisser tout prendre. Je reste sur ce sol pendant un long moment. Le lendemain matin, un détective du département de police de Ridgefield appelle. Il s'appelle le sergent Ortiz. Sa voix est neutre, professionnelle et prudente. Madame Arrow, nous avons ouvert la 3e enveloppe en présence d'un technicien de la police scientifique. Il faut que vous veniez. Je suis au poste à 10 heures. Ortiz me détaille ce qu'ils ont trouvé. Des relevés bancaires, des dizaines, imprimés, surlignés, annotés de l'écriture de ma grand-mère. Il retrace des transferts de son compte en fiducie vers un compte personnel au nom de Richard Arrow, étalé sur 23 mois. Le total, environ 340 000 €. Chaque transfert est accompagné d'un formulaire d'autorisation. Chaque formulaire porte la signature de ma grand-mère. Sauf que, dit Ortiz en tournant une des pages vers moi, votre grand-mère a écrit des notes dans les marges. Il pointe du doigt, au crayon, petit et régulier, je n'ai pas signé ça. Ce n'est pas mon écriture.
Elle avait demandé des duplicata de relevés à la banque, envoyés à une boîte postale privée. Elle avait suivi chaque transfert frauduleux. Elle avait constitué le dossier elle-même. Il y a aussi ça. Ortiz fait glisser un autre document sur la table. Une demande de changement de fiduciaire et de représentant légal de sa succession, déposée 6 mois avant sa mort. La signature est au nom de Margaret, mais l'écriture est fausse. Même moi, je peux le voir. Nous avons tout transmis au bureau du procureur, dit Ortiz. Cela dépasse un simple litige civil, madame. Je m'assois sur le parking ensuite et j'appelle la seule personne que mon collègue a dit capable de gérer une affaire comme celle-ci. Eleanor Voss, avocate en litiges successoraux, une femme qui, me dit-on, n'a jamais perdu une affaire de fraude successorale en 12 ans. Elle répond à la première sonnerie. Je parle pendant 9 minutes d'affilée. Elle écoute sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle dit, « Votre grand-mère ne vous a pas seulement laissé une maison. Elle vous a laissé une affaire. Venez à mon bureau demain. Apportez tout. » Je rentre chez moi les fenêtres baissées. Même s'il fait froid, l'air semble différent, pas plus léger, plus clair. La police a mentionné une autre chose avant mon départ. La 3e enveloppe contenait aussi ce qu'Ortiz a appelé des « documents supplémentaires relatifs à l'histoire familiale ». Ils les ont transmis à une agence fédérale pour examen. J'ai demandé quelle agence. Le FBI, a-t-il dit. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'étais pas sûr d'être prête pour cette réponse. Les nouvelles vont vite dans une petite ville. Quelqu'un a vu les voitures de police garées devant le 14 Bircholow. Quelqu'un l'a dit à quelqu'un, et quelqu'un l'a dit à Richard. Il appelle le lendemain soir. Pas de salutation. Pas d'échauffement. Quoi que tu penses avoir trouvé dans cette maison, ça ne veut rien dire. Sa voix est tendue, contrôlée, mais en dessous, il y a quelque chose que je n'ai jamais entendu auparavant. La peur. J'ai les meilleurs avocats de ce comté. Tu perdras tout, y compris cette bicoque. Je ne dis rien. Il raccroche. 1 heure plus tard, c'est au tour de Vivian. Elle appelle en sanglotant. La performance est parfaite. Voix brisée, souffle haletant, la peau soigneusement chronométrée avant chaque phrase. Élise, tu détruis cette famille. Grand-mère serait anéantie. Quoi que tu penses avoir, rends-le-nous. On peut arranger ça. Nous sommes tes parents. Je la laisse finir. Puis je dis, bonne nuit, maman, et je termine l'appel. Céleste envoie un SMS à minuit. 4 mots. Tu es délirante. L'avocat de papa va t'enterrer. 2 jours plus tard, ça arrive. La réponse formelle. Gordon Blake entre dans le bureau d'Eleanor Voss avec une proposition de règlement. Ses mains sont fermes, mais son regard, non. Mon client propose une résolution généreuse, dit-il. Élise garde la propriété de Ridgefield. Elle reçoit 50 000 € supplémentaires. En échange, elle signe un accord de non-divulgation et remet tous les matériaux récupérés sur la propriété. Eleanor ne scie pas. Ma cliente ne négocie pas quand des documents falsifiés sont sur la table. Blake se lève, boutonne sa veste. À la porte, il s'arrête et dit, non pas à moi, mais à Eleanor, entre vous et moi, dites-lui de faire attention. Richard Harrow connaît du monde dans ce comté. La porte se referme derrière lui. Je me tourne vers Eleanor. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « connaît du monde » Eleanor pose son stylo, croise les mains. Son expression ne change pas, mais quelque chose derrière ses yeux se durcit. Ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas un procès équitable ici. Je pense à ma grand-mère, seule dans sa maison, écrivant des notes dans les marges de relevés bancaires que personne n'était censé voir. Elle savait. Elle savait que le système ne la protégerait peut-être pas. Et pourtant, elle s'est préparée. Alors nous irons quelque part où ce sera équitable, dis-je. Eleanor hoche la tête une fois, comme si elle attendait que je le dise. Eleanor dépose la première contestation auprès du tribunal des successions du comté de Fairfield. La requête est claire. Annuler le testament de Blake, reconnaître l'original manuscrit. Enquêter sur les transferts de la fiducie. 2 semaines plus tard, la décision tombe. Requête rejetée. Le juge Harold Kern écrit,
preuves insuffisantes pour annuler un testament dûment déposé et exécuté. Eleanor m'appelle de sa voiture. Je l'entends respirer. Lentement, délibérément. La façon dont quelqu'un respire quand il choisit ses mots très soigneusement. Le juge n'a pas examiné l'analyse graphologique. Il n'a pas fixé d'audience. Il a émis un rejet sommaire en 48 heures. Elle marque une pause. Ça n'arrive jamais. Je pose la question dont je connais déjà la réponse. Pourquoi? Le juge Kern et votre père sont tous deux membres du Fairfield Country Club. J'ai récupéré les registres d'entrée. Ils ont dîné ensemble 3 fois au cours du mois dernier. Le sol se dérobe, non pas parce que je suis surprise, mais parce que je réalise que c'est exactement ce dont ma grand-mère avait averti. Ils ont fait exactement ce que je craignais. Les murs se referment. La banque ne prolonge pas mon crédit. La rénovation est à moitié terminée et les factures s'accumulent. Frank a accepté de retarder le paiement, mais j'entends la tension dans sa voix quand il dit « Prenez votre temps ». Il le pense. Mais le temps coûte de l'argent que ni l'un ni l'autre n'avons. Ce soir-là, je suis assise par terre dans la maison de Ridgefield. Mur à moitié éventré, câblage exposé, l'odeur de sueur et quelque chose de plus ancien en dessous. Je déplie la lettre de grand-mère et relis la ligne qui me revient sans cesse. Ne les laisse pas te rabaisser, Élise. La vérité est lourde, mais elle te soutiendra quand plus rien d'autre ne le pourra. Je suis restée assise dans cette maison et je me suis demandé, savait-elle que ce serait si difficile? Savait-elle que le système lui-même se rebifferait? Avez-vous déjà tenu quelque chose de vrai dans vos mains et vu toutes les portes se fermer? Si c'est le cas, j'aimerais savoir comment vous avez continué. Dites-le moi dans les commentaires. Eleanor appelle le lendemain matin. On passe au niveau fédéral. Je vais passer un coup de fil. Fédéral, je répète. Le mot semble énorme. La fraude bancaire est un crime fédéral. L'exploitation financière des personnes âgées à travers des fiducies gérées par l'État, c'est une compétence fédérale. Et si la justice locale est compromise, nous avons des motifs pour aller plus haut. Sa voix est d'acier. Ce n'est pas une vengeance, Élise. C'est la procédure. Je ferme les yeux. Je pense à l'écriture de grand-mère. Ferme, certaine, même à la fin. Passez ce coup de fil, dis-je. Eleanor contacte le bureau du FBI à New Haven. Elle présente l'affaire par écrit. Documents légaux falsifiés, transfert de fiducie frauduleux totalisant 340 000 €, un juge local compromis, et des preuves recueillies par la victime elle-même avant sa mort. Une semaine plus tard, je reçois un appel d'un numéro que je ne reconnais pas. Mademoiselle Arrow, mon nom est Marcus Whitfield. Je suis un agent spécial à la retraite du FBI. On m'a demandé de consulter sur votre affaire en raison de sa complexité. Sa voix est basse, posée, précise, le genre de voix qui vous fait écouter sans savoir pourquoi. Nous nous rencontrons dans un café à Westport. Il est déjà assis quand j'arrive. Un homme de 71 ans, aux cheveux d'argent, portant une veste en tweed marron sur une chemise repassée. Des lunettes de lecture sur la table, un café intact. Ses yeux sont vifs, mais il y a de la chaleur en eux. Le genre de chaleur qui prend des décennies à acquérir. Il ne commence pas par l'affaire. Il commence par elle. Parlez-moi de votre grand-mère. Je ne m'y attendais pas. Que voulez-vous savoir? Tout ce que vous voudrez bien me dire. Alors, je parle. Je lui parle du gâteau au citron. Des appels du dimanche. De la façon dont elle pouvait rendre une pièce sur juste en s'y asseyant. Du porche à Ridgefield où elle s'asseyait avec son café, ne disant rien et disant tout à la fois. Marcus écoute. Il ne prend pas de notes. Il n'interrompt pas. Une seule fois, juste une, il détourne le regard et je vois quelque chose passer derrière son expression. Pas une distance professionnelle, quelque chose de plus proche du deuil. Elle était remarquable, dit-il doucement. Il me dit que le FBI ouvre une enquête fédérale. Richard et Vivian seront assignés à comparaître. Les documents falsifiés et les relevés bancaires seront analysés par la police scientifique fédérale. Ça ira au tribunal, dit-il. Et ce ne sera pas le tribunal du juge Kern. Nous nous levons pour partir. Il tend la main et prend la mienne, ses deux mains autour de la mienne.
Il la tient un moment de plus qu'un étranger ne le ferait. Ses paumes sont chaudes. Sa prise est prudente. Il me regarde avec une expression que je ne saurais nommer. Vous avez ses yeux, dit-il. Je souris, confuse. Les gens disent que je ressemble à ma mère. Non, dit Marcus, vous ressemblez à Margaret. Il lâche ma main et se dirige vers sa voiture. Je reste sur le trottoir à le regarder partir, et quelque chose me titille au fond de l'esprit. Un nom que je devrais reconnaître. Whitfield. Marcus Whitfield. Le nom de jeune fille de ma grand-mère, avant son mariage, était Whitfield. Je reste là longtemps après que sa voiture a disparu. Richard n'attend pas l'assignation. Il passe à l'offensive. Un article paraît dans le Fairfield County Register. Le genre d'article qui ressemble à du journalisme mais qui sent le communiqué de presse. Le titre, une famille locale en crise alors que la fille cadette conteste la succession de sa mère. Richard y est cité, Élise traverse une période difficile depuis la perte de sa grand-mère. Nous voulons seulement l'aider. Il a l'air raisonnable, attentionné, même. C'est ce qui le rend dangereux. Vivian porte l'affaire sur les réseaux sociaux. Une publication Facebook publique. Une photo de famille de Noël, d'il y a 2 ans. Tous les 4 ampoules assorties. Grand-mère Margaret au centre. Légende, notre famille est déchirée par la cupidité et de fausses accusations. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était nous garder unis. S'il vous plaît, priez pour nous. 47 partages, plus de 100 commentaires de sympathie. Je ne suis pas tagué. Je ne suis pas mentionné, mais tout le monde sait. Au travail, ma supérieure me prend à part. Élise, je te soutiens, mais quelques donateurs ont posé des questions. Essaie de garder sa privée. Elle est bien intentionnée, mais il n'y a plus de privé. Richard s'en est assuré. Puis vient le vrai coup. Céleste appelle, la voix neutre. Papa dit que si tu ne laisses pas tomber d'ici vendredi, il demandera à ce que tu sois déclaré mentalement inapte. Je pense qu'elle bluffe. Elle ne bluffe pas. 3 jours plus tard, Eleanor me transfère le dossier. Une requête pour une évaluation de compétences mentales soumise au tribunal des successions de Fairfield. Le demandeur n'est pas Richard, c'est Vivien. Sa déclaration dit, ma fille a des antécédents documentés d'anxiété et de dépression. Elle a pris des décisions erratiques suite au décès de sa grand-mère. Je suis inquiète pour sa sécurité et sa capacité à gérer les affaires juridiques et financières. J'ai bien suivi une thérapie il y a 2 ans pour le deuil, pour le poids d'être invisible dans ma propre famille. Vivien le savait parce que je le lui avais dit, en espérant qu'elle comprendrait. Elle l'a gardé en mémoire, non pas pour m'aider, mais pour s'en servir. Eleanor appelle dans l'heure. Ils essaient de vous priver de votre capacité juridique. S'ils y parviennent, vous ne pouvez plus poursuivre en justice. Vous ne pouvez plus témoigner. Vous devenez une pupille, pas une plaignante. Sa voix est tendue. Nous devons agir vite. Je regarde la signature de Vivien sur la requête. Nette, centrée, aucune hésitation dans les traits. Ma propre mère a déposé des papiers pour me faire passer pour folle, afin de protéger l'argent qu'elle a volé. J'ai appelé le docteur Patterson le même après-midi. Elle a été ma thérapeute par intermittence pendant 2 ans. La personne qui m'a aidé à nommer les schémas dans lesquels j'ai grandi. Contrôle, dénigrement, amour conditionnel. Elle écoute tout. Puis elle dit, la lettre d'évaluation sera sur le bureau de votre avocate dès demain matin. La lettre fait 3 pages, approfondie, sans ambiguïté. Élise Aror fait preuve d'une pleine compétence cognitive et émotionnelle. Il n'y a aucune base clinique pour une contestation de compétences. Son processus décisionnel est cohérent, éclairé et autonome. Eleanor dépose la réfutation dans les 48 heures, en joignant l'évaluation du docteur Patterson et une motion pour rejeter la requête de Vivien. Elle dépose simultanément une demande de transfert de juridiction au tribunal de district des États-Unis pour le district du Connecticut, au niveau fédéral. Le FBI soutient le transfert avec un mémoire à l'appui. Le tribunal des successions de Fairfield ne s'y oppose pas. Le juge Kern se récuse avant de pouvoir être forcé de le faire. L'affaire monte en grade. Ce soir-là, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. J'appelle Richard directement, non pas pour plaider, non pas pour argumenter,
mais pour informer. Papa, ma voix est calme. Posée. Je sais ce que maman et toi avez fait. J'ai le testament original. J'ai les relevés bancaires. J'ai les fausses signatures. Le FBI est impliqué maintenant. Je marque une pause. Pas pour le drame, pour respirer. Tu peux arrêter, ou tout ça deviendra public. C'est ton choix. Silence. 10 secondes. 15. Tu vas regretter ça, Élise. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de déclencher. Ce n'est pas moi qui ai commencé ça, dis-je. C'est grand-mère. Elle savait que vous viendriez pour son argent. Elle s'est juste assurée que j'aurais les preuves. Je raccroche. Mes mains tremblent, mais pas comme avant. Ce n'est pas de la peur. C'est la vibration de quelque chose qui se met enfin en place. Eleanor appelle ce soir-là avec une autre pièce du puzzle. La police scientifique du FBI a terminé son analyse du testament de Blake. La conclusion des experts en écriture, probabilité de 99,7% que la signature sur le document de Blake n'ait pas été écrite par Margaret Whitfield Arrow. 99,7%. Pas l'ombre d'un doute, pas la moindre ambiguïté. Grand-mère a signé son vrai testament. Quelqu'un d'autre a signé le faux. Et j'ai les deux. Dorothy Callahan appelle un dimanche matin. Elle a vu l'article dans le Register. Elle a vu la publication de Vivian sur Facebook. Et elle en a assez de se taire. Viens chez moi, Élise. Il y a des choses que j'aurais dû te dire aux funérailles. Son salon sent la bergamote et le vieux papier. Elle est assise en face de moi dans un fauteuil à oreilles, les mains jointes sur une couverture matelassée posée sur ses genoux. Sur la table d'appoint, une photo encadrée d'elle et de grand-mère, deux jeunes femmes, la vingtaine, riant sur un quai quelque part. Ta grand-mère a eu une vie avant Richard, dit Dorothy. Avant le père de ta mère, avant Harold, il y a eu quelqu'un d'autre. Elle me parle d'un jeune homme nommé Marcus. Ils se sont rencontrés au début des années 70, quand Margaret avait à peine 20 ans. Elle l'aimait d'une manière qui ne correspondait pas au plan de la famille. Ils l'ont forcé à rompre. Dorothy marque une pause. Les raisons étaient de cette époque. Je ne vais pas les enjoliver. Qu'est-il devenu? Il a disparu. Il a déménagé. Margaret a épousé Harold l'année suivante. Elle n'a plus jamais mentionné Marcus. Pas pendant des décennies. Dorothy regarde la photo sur la table d'appoint. Puis un jour, il y a peut-être 15 ans, elle m'a dit qu'elle l'avait retrouvé, qu'ils étaient en contact. Elle a dit, il n'a jamais cessé de me chercher, Dorothy. Et je n'ai jamais cessé de souhaiter qu'il ne l'ait pas fait. Dorothy se penche derrière son fauteuil et en sort une petite boîte en bois. Margaret me l'a donnée 1 an avant de mourir. Elle a dit, donne-la à Élise s'il arrive quelque chose. Seulement à Élise. À l'intérieur, une photographie en noir et blanc. Une jeune femme et un jeune homme, bras dessus, bras dessous, devant un bâtiment que je ne reconnais pas. Elle porte une robe blanche. Il est en costume sombre. Au dos, écrit à l'encre passée, M&M 1974. Margaret et Marcus. Je tiens la photo de plus près. L'homme est jeune, la vingtaine, avec des pommettes saillantes et des yeux sombres et déterminés. J'ai déjà vu ses yeux, la semaine dernière, de l'autre côté d'une table de café à Westport. Marcus Whitfield. Dorothy, dis-je lentement, le nom de jeune fille de ma grand-mère était Whitfield. Dorothy hoche la tête. Elle ne dit rien d'autre. Elle n'en a pas besoin. Je fixe la photographie jusqu'à ce que les visages se brouillent. Vous avez ses yeux, m'avait dit Marcus. Pas un compliment, une reconnaissance. Elle a tout planifié, ma chère, dit Dorothy depuis son fauteuil. C'était la femme la plus intelligente que j'ai jamais connue. Elle marque une pause, sa voix baisse, et la plus brisée aussi. Je rentre chez moi avec la photographie sur le siège passager. Les pièces se réarrangent dans ma tête, et je sens la forme de quelque chose que je ne suis pas encore prête à dire à voix haute. Ce soir-là, je suis assise à ma table de cuisine avec 3 choses devant moi. La photographie de Dorothy, le bracelet en argent du poignet de grand-mère, et la boîte en acier que j'ai ramenée de Ridgefield. Le bracelet d'abord. Je le retourne sous la lampe.
Je l'ai porté presque tous les jours depuis l'hôpital, mais je ne l'ai jamais examiné de près. L'extérieur est simple, lisse, terni, sans particularité. Vivian avait raison sur un point. On dirait de la camelote. Mais quand je l'incline sous la lumière, je le vois. À l'intérieur du fermoir, gravé en lettres si petites que j'ai besoin d'une loupe, une séquence de chiffres. 17 septembre 1974. 17 septembre 1974. La même année que la photographie, M&M, 1974. Une date, un code, caché à la vue de tous pendant 40 ans. Je porte la boîte en acier sur la table. Quand la police l'a examinée, ils ont documenté les 3 compartiments, mais je me souviens qu'il y avait une deuxième serrure sous le compartiment principal. Un plus petit panneau à combinaison intégré à la base. Les officiers ont essayé quelques combinaisons et sont passés à autre chose. Ils me l'ont laissé. J'entre les chiffres. 09171974. Le panneau de base se libère avec un léger déclic. À l'intérieur du compartiment caché, un seul document plié en 3, protégé par une pochette en plastique. Je le sors avec précaution. Un acte de naissance, jauni par le temps, État du Connecticut. Nom, Margaret Ann Whitfield. Date de naissance, 3 juin 1952. Mère, Ruth Ellen Whitfield. Père, Marcus James Whitfield. Marcus n'est pas son ancien amant. Marcus est son père. Je pose l'acte de naissance et je prends le dernier objet du compartiment. Une lettre pliée. L'écriture de grand-mère, encore. Celle-ci est plus courte. 2 paragraphes. Élise. Marcus Whitfield est mon père. Il a été forcé de m'abandonner quand j'avais 3 ans. Le tribunal me l'a retiré dans des circonstances injustes et impardonnables. Je l'ai retrouvé à 40 ans. Nous avons gardé le secret pour te protéger, car Richard s'en serait servi contre nous. Quand tu le rencontreras, et tu le feras, sache qu'il est de la famille. La vraie famille. Celle qui ne prend pas. Celle qui attend. Je le lis 2 fois, 3 fois. Je tiens le papier à la lumière comme si les mots pouvaient se réarranger en quelque chose de plus facile à absorber. Marcus Whitfield, l'agent du FBI à la retraite qui aide sur mon cas, et mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, l'homme qui a perdu sa fille à cause du système il y a 70 ans et qui a passé sa vie à devenir quelqu'un qui ne pourrait plus jamais être ignoré. Et ma grand-mère a caché la preuve à l'intérieur d'un bracelet que je porte tous les jours sans le savoir. Je prends mon téléphone. Je compose le numéro de Marcus. Il répond à la première sonnerie, comme s'il attendait. J'ai trouvé le compartiment du bas, dis-je. Je sais qui vous êtes. La ligne est silencieuse, non pas du silence de la surprise, mais du silence d'un homme qui a porté quelque chose pendant très longtemps et à qui l'on vient de dire qu'il peut le déposer. J'attendais que tu le trouves. Marcus dit, c'était le plan de Margaret, pas le mien. Nous nous retrouvons à la maison de Ridgefield le lendemain matin. Il arrive en avance. Je le trouve debout sur le porche, regardant le jardin, les 2 mains dans les poches de sa veste en tweed. Et un instant, je le vois comme grand-mère a dû le voir, patient, stable, toujours là après tout ça. Nous nous asseyons à la table de la cuisine. Il me raconte tout. En 1955, quand Margaret avait 3 ans, sa mère, Ruth, la femme de Marcus, est morte d'une pneumonie. Marcus avait 23 ans. Il travaillait à temps partiel dans une quincaillerie et n'avait pas d'économie. La famille de Ruth a demandé la garde. Le tribunal a accepté. Margaret a été emmenée. On a dit à Marcus qu'il pouvait lui rendre visite. Puis les visites ont cessé. Puis l'adresse a changé. Puis elle a disparu. J'ai passé 15 ans à la chercher. Il dit, je suis entré au bureau parce que je voulais accéder à des systèmes que la plupart des gens ne pouvaient pas atteindre. Je me disais que c'était pour la justice, mais c'était pour elle. Il a retrouvé Margaret en 1992. Elle avait 40 ans. Ils se sont rencontrés dans un parc à Hartford, se sont assis sur un banc pendant 3 heures, et n'ont presque rien dit. Elle m'a tenu la main. Il dit, c'était suffisant. Ils ont gardé leur retrouvaille secrète. Richard a épousé Vivian l'année avant que je retrouve Margaret. Margaret disait qu'il s'intéressait déjà à ses finances. Elle a dit, s'il apprend pour toi,
il s'en servira. Il dira que j'étais mentalement instable, de renouer avec un père dont j'ai été séparé. Il déformera tout. Marcus me regarde. Ses yeux sont humides, mais sa voix ne vacille pas. Quand Margaret m'a appelé il y a 3 ans et m'a dit « Il va tout voler quand je mourrai », je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit que je n'avais pas pu sauver ma fille de cette famille, mais que je sauverais ma petite fille. Je ne parle pas. Je n'en ai pas besoin. Je tends la main sur la table et prends la sienne. Il me dit une dernière chose. Margaret lui avait envoyé des copies des documents de la fiducie et des relevés bancaires avant de mourir. Une sauvegarde au cas où quelque chose arriverait à la boîte. Mais les originaux devaient venir d'Élise. Une copie envoyée par une personne décédée a des limites probatoires. Il explique, les originaux, récupérés par l'héritière légitime sur sa propre propriété. C'est inattaquable. C'était le plan. Pas celui de Marcus. Pas celui d'Eleanor. Celui de Margaret. Elle ne pouvait pas les combattre de son vivant. Alors, elle a construit une affaire depuis l'au-delà, et a fait confiance à la seule personne qu'il sous-estimait pour la trouver. Moi. Je reste dans cette cuisine longtemps après le départ de Marcus. Le bracelet est à mon poignet. L'acte de naissance est sur la table. Dehors, le jardin est calme. Pour la première fois en 28 ans, je comprends ce que la famille est censée être. Elle n'exige pas. Elle ne joue pas la comédie. Elle ne tient pas les comptes. Elle attend. Bureau d'Eleanor. Mercredi après-midi. 3 chaises autour de son bureau. Eleanor, Marcus et moi. Un tableau blanc derrière elle, couvert de dates, de noms, et de flèches rouges les reliant. Voici où nous en sommes. Eleanor dit, tribunal fédéral, district du Connecticut. Pas une contestation de testament. Une saisine pénale accompagnée d'une contestation successorale civile. Elle tapote le tableau. Chef d'accusation envisagé, faux en écriture, fraude bancaire selon l'article 18 USC section 1344, exploitation financière de personnes âgées. Complot. Marcus se penche en avant. Le FBI a terminé l'examen médico-légal. L'analyse graphologique du testament de Blake a confirmé la falsification. Les autorisations de transfert de la fiducie, falsification confirmée. 6 documents distincts portant le nom de Margaret. Aucun écrit de sa main. Eleanor hoche la tête. Nous avons aussi la déposition vidéo de Margaret. Je me retourne. Vidéo? Marcus ouvre un dossier. Votre grand-mère a enregistré une déclaration sous serment 8 mois avant son décès. Elle l'a fait chez Dorothy Callahan, en présence de Dorothy et d'un notaire. Elle savait que si la boîte était un jour trouvée, l'opposition prétendrait qu'elle était confuse ou contrainte. Il fait glisser une clé USB sur le bureau. Voici Margaret Arrow, saine d'esprit, déclarant clairement que tout testament produit par Gordon Blake est frauduleux. Je presse mes doigts contre mes tempes. Elle a pensé à tout. Richard connaît la date de l'audience. Eleanor continue. Il a appelé tout le monde. Ses avocats, l'ancien juge, des gens au club. Mais maintenant, c'est fédéral. Kern n'a aucune juridiction. Les relations de Richard s'arrêtent à la limite du comté. Ce soir-là, Vivian appelle. Sans pleurer cette fois. Froidement. Si tu vas jusqu'au bout, tu n'auras plus de famille. C'est ce que tu veux? Je tiens le téléphone et je regarde le bracelet en argent à mon poignet. La photo de Marcus et Margaret sur mon comptoir de cuisine. La lettre qui commence par « Ma très chère Élise ». Ça fait longtemps que je n'ai plus de famille, maman. Je ne le savais juste pas encore. Elle raccroche la première. Je suis assise dans la maison de Ridgefield cette nuit-là. La rénovation est à moitié terminée. Du nouveau parquet dans le couloir. De la peinture fraîche dans la cuisine. Le mur du salon est toujours ouvert là où la boîte a été trouvée. J'ai demandé à Frank de le laisser comme ça. Un rappel. Demain, j'entrerai dans un tribunal fédéral. Je porterai l'écriture de ma grand-mère dans mon sac, son bracelet à mon poignet, et son père à mes côtés. Demain, ils me verront, non pas la version qu'ils ont créée, mais la vraie. Le matin de l'audience,
je me réveille à 5 heures et je trouve un email envoyé à 3h47 du matin par Richard. Pas à moi seul, à toutes les adresses email de la famille qu'il a, tante, oncle, cousin, 26 destinataires. Famille. Cela me brise le cœur d'écrire ceci. Élise utilise des documents fabriqués et l'influence d'un étranger pour extorquer cette famille. Elle a des antécédents de problèmes de santé mentale et a été manipulée par des tiers cherchant à accéder à la succession de mère. Nous vous demandons vos prières et votre compréhension alors que nous nous battons pour protéger les véritables volontés de Margaret. À cette heure, mon téléphone a 4 appels manqués. Tante Karen, oncle Dal, un cousin à qui je n'ai pas parlé depuis Thanksgiving 2019. Ils ne laissent pas de messages, mais je connais les questions qu'ils veulent poser. Je mets mon téléphone en silencieux et je pars. Le palais de justice fédéral de New Haven est fait de calcaire et de verre, solennel, indifférent au drame personnel. Je me gare à 3 pâtés de maison et je marche. À l'entrée, je les vois. Richard, en costume anthracite, la posture droite, hochant la tête à un journaliste du Register. Il sourit pour une photo. Contrôlé, respectable. Nous sommes convaincus que la vérité éclatera aujourd'hui, dit-il dans un petit enregistreur. Vivian se tient à 1,5 m derrière lui, un mouchoir à la main, parlant à une femme que je reconnais de leur église. Je veux juste que ma famille soit de nouveau réunie, dit-elle assez fort pour que quiconque passe l'entende. Et puis il y a Céleste. Elle n'est pas à leur côté. Elle est debout près du mur et du bâtiment, seule, les bras croisés, fixant le sol. Pas de téléphone à la main, pas de comédie sur son visage. Quand elle lève les yeux et me voit, quelque chose traverse son expression. Quelque chose que je n'ai jamais vu chez elle auparavant. Pas de l'hostilité, pas de l'indifférence. C'est peut-être de la peur. Ou c'est peut-être la première chose honnête qu'elle a ressentie depuis des mois. Je ne m'arrête pas. Je passe devant eux 3 et je franchis les portes vitrées. Eleanor attend dans le hall, sa mallette à la main. Marcus se tient à côté d'elle, veste en tweed, cheveux d'argent, solide comme un roc. Je prends ma place entre eux. Eleanor à ma droite, Marcus à ma gauche. La salle d'audience est à moitié pleine. Une quinzaine de membres de la famille dispersés dans la galerie. 2 journalistes, un greffier, 2 marshals américains près de la porte. L'équipe juridique de Richard, 2 avocats d'un cabinet de Hartford, s'installe à la table opposée. Richard prend place. Il jette un coup d'œil à Marcus, ne le reconnaît pas, détourne le regard. La porte derrière le banc s'ouvre. La cour. L'honorable juge Patricia Moreau préside. Elle est petite, aux cheveux d'argent, et se déplace avec l'économie de quelqu'un qui ne gaspille ni les mots ni le temps. Maître, veuillez procéder. Eleanor se lève. Elle ne se précipite pas. Elle tient une télécommande dans une main et un dossier dans l'autre. Un projecteur s'anime derrière elle. Votre honneur, cette affaire commence par une mort et un mensonge. La chronologie apparaît à l'écran. 2 colonnes. À gauche, le testament manuscrit original daté du 14 mars de l'année précédente, notarié, attesté par 2 personnes. À droite, le testament de Gordon Blake, daté de 11 mois plus tard, déposé au tribunal des successions de Fairfield 3 jours après la mort de Margaret Arrow. Le testament lu par M. Blake n'a pas été écrit par Margaret Arrow. Eleanor clique. Le rapport d'expertise graphologique remplit l'écran. L'analyse de documents certifiés par le FBI confirme une probabilité de 99,7%. La signature sur le testament de Blake n'appartient pas à la défunte. Murmure dans la galerie. Tante Karen se penche en avant. Oncle Dal enlève ses lunettes et les remet. Eleanor clique à nouveau. Relevé bancaire. 23 mois de transfert surligné. À noter. 340 000 € déplacés de la fiducie de Margaret Arrow vers un compte personnel contrôlé par Richard Arrow. Chaque transaction autorisée par une signature falsifiée. L'avocat principal de Richard se lève. Objection. La provenance de ces documents a été établie par une saisie des forces de l'ordre et une analyse médico-légale fédérale, dit Eleanor sans se retourner. J'ai le rapport de la chaîne de possession ici. La juge Moreau regarde la table de la défense. Rejeté. Continuez. Eleanor ouvre le dossier. Elle brandit une photocopie,
puis lit à haute voix, j'écris ceci en pleine possession de mes moyens. Mon gendre, Richard Arrow, et ma fille, Vivien, volent systématiquement ma fiducie depuis 2 ans. Je crains que si je les confronte, on me fasse taire. La salle d'audience se fige. Les doigts d'un journaliste s'arrêtent sur son clavier. 2 membres de la famille au 2e rang échangent un regard que je ne peux décrire que comme de l'horreur. Richard est assis, rigide. Sa mâchoire est crispée. La main de Vivien se porte à sa gorge. Un réflexe, pas une performance. Au fond de la salle, Gordon Blake s'agite sur son siège. Il se lève. Votre honneur, j'ai besoin de asseyez-vous, monsieur Blake. La juge Moreau ne lève pas les yeux. Vous êtes un témoin essentiel. Vous resterez assis jusqu'à ce que vous soyez appelé. Blake s'assoit. Son visage a perdu toute couleur. Eleanor se retourne vers l'écran. Ce n'est pas un désaccord familial, votre honneur. C'est une scène de crime déguisée en testament. Eleanor laisse le silence faire son travail. Puis elle dit, le ministère public appelle Marcus James Whitfield. Marcus se lève de son siège à côté de moi. Il boutonne sa veste, un bouton, délibérément, et se dirige vers la barre des témoins. Ses chaussures sont silencieuses sur le sol de la salle. Il ne se presse pas. Richard lui jette un coup d'œil, fronce les sourcils, regarde ses avocats. L'un d'eux hausse les épaules. Marcus prête serment. Il s'assoit droit, les mains jointes, et attend. Eleanor s'avance. Monsieur Whitfield, veuillez indiquer votre lien de parenté avec la défunte, Margaret Ann Whitfield Arrow. Marcus regarde directement la galerie. Sa voix porte jusqu'au moindre recoin de la pièce. Margaret Arrow était ma fille. La salle d'audience n'explose pas. Elle s'effondre sur elle-même. Une inspiration collective et aiguë, suivie d'un silence absolu. Tante Karen se couvre la bouche. Oncle Dal se tourne vers la femme à côté de lui. Le stylo du journaliste s'arrête en plein mot. La tête de Richard se tourne brusquement vers Vivien. Ta mère avait un père ? Vivien ne répond pas. Son visage est blanc. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Eleanor continue, imperturbable. Monsieur Whitfield, pouvez-vous expliquer les circonstances ? Marcus parle calmement. Il décrit 1955, la mort de Ruth, l'audience pour la garde, un homme de 23 ans jugé inapte par un tribunal qui n'a pas regardé à 2 fois. Une fillette de 3 ans emmenée de son appartement alors qu'il se tenait sur le pas de la porte. J'ai passé 15 ans à la retrouver, dit-il. Je suis entré au FBI parce que j'avais besoin d'accéder à des systèmes qui m'avaient déjà trahi une fois. Margaret et moi avons repris contact en 1992. Nous avons gardé cela secret pour la protéger, et pour protéger Elise. Eleanor insère la clé USB. L'écran de la salle d'audience passe à une vidéo. Un salon. Je reconnais la maison de Dorothy. Grand-mère Margaret est assise sur une chaise, les mains sur les genoux, face à la caméra. Dorothy se tient derrière elle. Un notaire est assis à gauche. Margaret parle. Sa voix est faible mais claire. Moi, Margaret Ann Whitfield Arrow, déclare que tout testament produit par Gordon Blake après septembre de l'année dernière est frauduleux. Je suis saine d'esprit. Mon gendre et ma fille me volent. Cet enregistrement est mon témoignage. Elle marque une pause, regarde droit dans l'objectif. Et à ma Élise, je suis désolé de ne pas avoir pu dire ça de mon vivant, mais je le dis maintenant. La vidéo se termine. L'écran s'éteint. Vivien émet un son. Pas un mot, pas un cri. Quelque chose entre les deux. Personne dans la salle ne se tourne vers elle. Richard se recule de la table. C'est un coup monté. Cet homme est un étranger. Il n'a aucune légitimité. Le marteau de la juge Moreau tombe une fois. Asseyez-vous, monsieur Arrow, ou je vous placerai en état d'outrage à la cour. Richard s'assoit. Son avocat pose une main sur son bras. Il la repousse. Marcus me regarde depuis la barre des témoins. Il ne sourit pas. Il n'en a pas besoin. Ses yeux disent la seule chose qui compte. Je suis là. J'ai perdu ma fille une fois à cause du système, dit Marcus, sa voix calme mais inflexible.
Je ne perdrai pas ma petite fille à cause de la même famille qui a volé la paix de mon enfant. Les doigts du sténographe s'arrêtent, puis reprennent. La pièce retient son souffle. La juge Moreau écrit quelque chose. Elle ne lève pas les yeux, mais je vois sa main bouger. Ferme, déterminée, le genre de mouvement qui précède une décision. La juge Moreau annonce une suspension de séance de 15 minutes. La galerie s'agite. Les gens se lèvent, chuchotent, évitent le regard de Richard. Je sors dans le couloir. Eleanor revoit ses notes. Marcus parle doucement avec l'agent de liaison du FBI près de la fontaine à eau. Puis j'entends des pas derrière moi. Rapide, déterminé. Élise. Céleste. Elle se tient à 1 mètre de moi. Ses yeux sont rouges. Ses mains sont serrées en poing à ses côtés. Elle ne tient pas de téléphone, pour la première fois dont je me souvienne. Je veux témoigner, dit-elle. Eleanor lève les yeux. Je regarde Céleste. Je cherche sur son visage la performance, le calcul, l'instinct de conservation. Je ne trouve rien de tout ça. Ce que je trouve, c'est quelqu'un qui vient de voir le sol se fissurer sous la seule histoire qu'elle s'est jamais racontée. Je hoche la tête. Céleste Arrow prend place à la barre des témoins 10 minutes plus tard. Les avocats de Richard objectent immédiatement. Le témoin est bénéficiaire du testament contesté. Le témoin témoigne volontairement contre ses propres intérêts. La juge Moreau dit « Je l'autorise ». Procédez. Céleste s'agrippe au rebord de la barre des témoins. Elle ne regarde pas nos parents. Elle regarde la juge. Je savais que le testament avait été changé. Sa voix tremble, mais elle ne s'arrête pas. Je ne savais pas exactement comment, mais je savais que grand-mère n'aurait pas laissé à Élise une maison en ruine. Elle aimait Élise plus que nous tous. Un bruit dans la galerie. Tante Karen presse sa main plus fort sur sa bouche. Papa m'a dit de me taire. Maman a dit que c'était pour la famille. Je les ai crus parce que c'était plus facile que de croire que je faisais partie de quelque chose de mal. Elle déglutit. Papa me l'a dit quand grand-mère était encore en vie. Quand elle mourra, tout nous reviendra, pas à Élise. Elle n'est pas faite pour ça. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai pris ce qu'on m'offrait parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé. Elle se tourne enfin. Pas vers Richard, pas vers Vivian. Vers moi. Je ne te demande pas de me pardonner, Élise. Je dis la vérité parce que grand-mère le méritait, et parce que tu es plus courageuse que je ne le serai jamais. La salle d'audience est silencieuse. Le visage de Richard est un masque, rigide, exsangue. Le menton de Vivian tremble. Elle cherche le regard de Céleste, mais Céleste a déjà détourné les yeux. L'avocat principal de Richard se penche vers son collègue. Aucun ne parle. La juge Moreau prend une note. Elle regarde la table de la défense. Le défendeur souhaite-t-il appeler des témoins? L'avocat de Richard se lève, marque une pause, se rassoit. Non, votre honneur. Le marteau s'abat. Nous allons procéder au verdict. J'étais la favorite. C'est ce que Céleste a dit à la barre. J'étais la favorite. Mais être la favorite dans cette famille signifiait être la complice la plus utile. Ces mots flottent dans l'air comme de la poussière après la chute d'un mur. La juge Moreau prend 11 minutes. Elle revient au banc, ajuste ses lunettes, et lit une déclaration préparée, sans inflexion, sans pause, sans pitié. Ce tribunal établit ce qui suit. 1. Le document déposé par Gordon Blake est présenté comme les dernières volontés et testaments de Margaret Ann Whitfield Arrow est frauduleux. Il est par la présente déclaré nul. L'avocat de Richard ferme les yeux. 2. Le testament manuscrit récupéré sur la propriété de Ridgefield, daté du 14 mars, notarié et attesté, est reconnu comme le seul document testamentaire valide de la défunte. Je sens la main d'Eleanor se presser contre mon avant-bras. Ferme. 3. Richard Allen Arrow est placé en détention fédérale pour chef d'accusation de faux en écriture, fraude bancaire selon l'article 18 USC section 1344, et exploitation financière de personnes âgées. La caution sera déterminée lors de la mise en accusation. 2 marshals américains s'avancent. Richard se lève. Sa bouche s'ouvre. Rien ne sort.
4. Vivian-Marie Haro est mise en examen pour complot en vue de commettre une fraude et dépôt d'une requête frauduleuse de compétences mentales. L'audience de cautionnement suivra. Les mains de Vivian se portent à sa poitrine. Elle se tourne vers moi. Élise, comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? Je ne me retourne pas. Je garde les yeux fixés sur la juge. 5. Gordon Blake, Esquire, est accusé de complicité de faux en écriture. Sa licence d'exercice du droit est suspendue avec effet immédiat, en attendant une procédure de radiation officielle. Blake reste assis, immobile. La couleur a complètement quitté son visage. 6. Tous les actifs détenus dans la fiducie familiale Margaret Haro doivent être restaurés et distribués conformément au testament valide. 7. Le juge Harold Kern du tribunal des successions de Fairfield est déféré au conseil de révision judiciaire pour enquête sur sa conduite. Le marteau tombe une dernière fois, définitive. Les marshals s'approchent de la table de la défense. Les menottes se referment sur les poignets de Richard. Le son est petit, métallique, précis. Il me regarde pour la première fois depuis le début de l'audience. Il n'y a plus de colère sur son visage. Juste la reconnaissance vide d'un homme qui n'a plus de coup à jouer. Vivian parle toujours, au marshal, à l'air, à quiconque voudra bien l'écouter. Personne ne le fait. Marcus pose sa main sur mon épaule. Je lève la mienne pour la recouvrir. Aucun de nous ne parle. En sortant de la salle d'audience, je pense à quelque chose. Ma grand-mère était assise, seule dans sa maison, entourée de gens qui la volaient. Et au lieu d'abandonner, elle a construit un dossier en béton, l'a scellé dans un mur, et m'a fait confiance pour le trouver. Elle ne pouvait pas les combattre de son vivant, alors elle s'est assurée que je pourrais les combattre après sa mort. J'ai pensé à ça en me tenant sur les marches du palais de justice, à comment elle savait que le système se rebifferait, comment elle a planifié chaque obstacle qu'il mettrait, comment elle a transformé une maison en ruine en la seule chose qu'il ne pouvait pas enterrer. Si vous écoutez ceci et que quelqu'un vous fait douter de ce que vous savez être vrai, ce n'est pas de la confusion. C'est du contrôle. Et vous ne devez pas le silence à ceux qui en profitent. Qu'auriez-vous fait? Dites-le-moi dans les commentaires. Marcus se tient à côté de moi. Le soleil est bas. L'air est froid. Il met ses deux mains dans ses poches et regarde le ciel. Elle aurait détesté le tribunal, dit-il, mais elle aurait adoré la fin. Je ne ressens pas de triomphe. Je ressens le poids d'une vérité qui n'aurait jamais dû être enterrée. En 48 heures, l'histoire est partout. Le comté de Fairfield y prête attention. Le Register publie un article de suivi. Cette fois, pas un communiqué de presse. Cette fois, le titre est « Le patriarche de la famille Haro arrêté pour fraude fiduciaire, un testament falsifié annulé par un tribunal fédéral ». La citation de Richard sur les marches du palais de justice, « Nous sommes convaincus que la vérité éclatera aujourd'hui », est réimprimée au 3e paragraphe. Elle se lit différemment maintenant. La page Facebook de Vivian devient silencieuse. Les commentaires sous sa dernière publication, la photo de Noël en pulls assortis, celle sur la prière et l'unité, ont changé. Vous nous avez menti à tous. Vous devriez avoir honte. Le compte disparaît le jeudi. Les gens qui s'étaient détournés de moi aux funérailles m'appellent maintenant avec une chaleur qu'ils n'avaient pas auparavant. Je laisse les appels aller sur ma messagerie vocale. Je ne suis pas amer. Je n'ai juste pas l'énergie de gérer leur culpabilité. Dorothy est la première à appeler, et à Dorothy, je réponds. Elle pleure, ce qu'elle ne fait presque jamais. Margaret serait si fière, ma chérie. Si fière. Les détails de la sentence me parviennent par Eleanor au cours des semaines suivantes. Richard accepte un accord de plaidoyer, 8 ans en détention fédérale. Vivian, 4 ans. Gordon Blake, 3 ans, plus la radiation permanente du barreau. Le juge Kern démissionne de ses fonctions avant que le conseil de révision judiciaire ne termine son enquête. Le Fairfield Country Club révoque son adhésion. Un petit détail, mais que grand-mère aurait apprécié. Céleste appelle une fois. Elle ne demande rien. Elle dit, je quitte la maison de papa et maman. Je vends la maison de Weston. Celle qui devait être la tienne. L'argent te revient. Je ferme les yeux. Gardant assez pour recommencer, Céleste. C'est ce que grand-mère aurait voulu.
Un long silence. Puis, je ne mérite pas encore le pardon, mais je veux le mériter un jour. Je ne lui dis pas qu'elle est pardonnée. Ce serait un mensonge, et elle le saurait. Mais je lui dis la vérité. Alors commence. C'est tout ce que l'on peut faire. Elle raccroche. Je pose le téléphone et je regarde la maison de Ridgefield autour de moi. Moitié neuve, moitié ancienne. Les murs montent là où les murs sont tombés. L'équipe de Frank ponce la nouvelle rampe d'escalier. La maison devient ce qu'elle a toujours été censée être. Moi aussi. Marcus m'invite dans son appartement à Stanford, un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble en briques près du port. Modeste, propre, calme. Quand j'entre, je m'arrête. Les murs sont couverts de photographies, pas dans des cadres, mais épinglés, scotchés, superposés. Margaret enfant, en noir et blanc. Margaret a 18 ans, riant devant un dîner. Margaret a 40 ans, l'année où elle l'a retrouvée, debout dans un parc, les yeux fermés, le soleil sur son visage. Et puis moi. Ma pièce de théâtre au lycée. J'étais un arbre à l'arrière-plan. Je suis à moitié visible derrière un accessoire, mais je suis là. Et son appareil photo aussi. Ma remise de diplôme universitaire. Je traverse la scène. La photo est prise de l'autre côté de la rue, à travers une foule, légèrement floue. Mais c'est moi. Le jour où j'ai commencé à l'association. Je porte une boîte par la porte d'entrée. Je souris à quelqu'un hors champ. Il était là à chaque fois. Margaret m'envoyait les photos en gros plan, dit Marcus depuis la cuisine. Il pose 2 tasses de café sur le comptoir. Je gardais celle de loin pour me rappeler d'être patient. Je prends une photo de Margaret, celle où elle est dans le parc. Elle a l'air paisible. Elle t'a retrouvé. Je dis, elle t'a retrouvé et elle ne l'a dit à personne. Elle l'a dit à Dorothy, et elle l'a dit au mur de cette maison. Il s'assoit dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle ne faisait pas confiance aux gens avec la vérité. Elle faisait confiance aux choses. Au papier, au métal, au mortier. Elle savait que les choses ne mentent pas. Nous restons assis en silence un moment. Ce n'est pas un silence vide. C'est le silence de 2 personnes qui ont cherché la même chose et qui viennent de réaliser qu'elles l'ont trouvée. J'ai 71 ans, dit Marcus. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais quoi qu'il en soit, elles sont à toi. Je pose ma tasse. La maison de Ridgefield. Quand elle sera finie, viens y vivre. Il me regarde. Ses yeux s'emplissent de larmes, mais sa voix reste égale. Margaret a toujours dit que cette maison serait de nouveau pleine un jour. Je fouille dans mon sac et j'en sors une petite boîte, celle en bois que Dorothy m'a donnée. Je la pose sur la table entre nous. Elle t'a aussi laissé quelque chose. Il l'ouvre. À l'intérieur, sous la photographie de M&M 1974, il y a un deuxième objet que je n'avais pas remarqué. Un bout de papier plié. Il l'ouvre, le lit. Sa main tremble. Il ne me dit pas ce qu'il y est écrit. Je ne demande pas. Mais quand il lève les yeux, quelque chose sur son visage a changé. Quelque chose s'est apaisé. Comme une porte qui se ferme doucement après des années passées ouvertes. J'ai 28 lettres que je n'ai jamais postées, dit-il. Une pour chaque anniversaire que j'ai manqué. Elles sont à toi maintenant. Il se lève, ouvre le placard et sort une boîte à chaussures. 28 enveloppes, chacune datée, chacune scellée. Je prends la boîte. Je la presse contre ma poitrine. Dehors, le port capte la dernière lumière. À l'intérieur, les photographies maintiennent les murs ensemble. La lettre de Vivian arrive un mardi, 3 semaines après la sentence. Manuscrite, 3 pages. L'enveloppe sent le parfum qu'elle porte depuis 30 ans. Gardenia. Je l'ouvre à la table de la cuisine à Ridgefield. La lumière du matin passe par les nouvelles fenêtres. Élise, je sais que tu ne me croiras pas, mais j'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais peur. Ton père contrôlait tout. L'argent, les décisions, les avocats. Je n'avais pas le choix. J'ai suivi parce que l'alternative était pire. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre sous la coupe de quelqu'un comme Richard pendant 30 ans. Elle écrit sur son enfance, le silence de sa propre mère,
La façon dont la soumission est devenue une survie, puis une habitude, puis une identité. Elle écrit qu'elle aimait grand-mère Margaret mais qu'elle avait peur de ce que Margaret voyait. Elle me regardait comme si elle savait exactement qui j'étais, et je ne pouvais pas le supporter. La 3e page est une excuse. Je suis désolé d'avoir utilisé ta thérapie contre toi. Je suis désolé d'avoir signé cette requête. Je suis désolé pour la publication Facebook, la photo de Noël, et la façon dont j'ai dit ton nom au tribunal. Je suis désolé pour tout ce que je me suis dit être de l'amour, mais qui n'en était pas. Je la lis 2 fois. Je la pose. Il y a des parties que je crois. Vivian avait peur de Richard. C'est probablement vrai. Mais Vivian a aussi conçu l'architecture émotionnelle de chaque manipulation dans cette histoire. Elle a choisi qui appeler. Elle a choisi quoi publier. Elle a choisi d'utiliser ma confiance comme une arme. La peur l'explique. Elle ne l'excuse pas. Je réponds, une seule page. Maman, j'ai lu ta lettre. Je crois que tu avais peur. Mais la peur ne justifie pas ce que tu as fait à grand-mère, et ce que tu m'as fait à moi. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Je te souhaite le meilleur. Mais nous n'aurons plus de relation à l'avenir. Cette limite est permanente. Je me pardonne d'avoir attendu si longtemps pour m'éloigner. Je ne te dois rien de plus. Je scelle l'enveloppe. J'écris l'adresse de l'établissement fédéral de Danbury. Je la porte à la boîte aux lettres au bout de Birchhollow Road et je la glisse dedans. Je n'attends pas de réponse. Sur le chemin du retour, Frank est sur le porche. Il installe la dernière section de la nouvelle rampe, en cèdre, poncée à la main, teinte pour correspondre à l'original. Il me voit et hoche la tête. Ça a de l'allure, patronne. Je souris. C'est un petit sourire, et il est sincère. Le premier qui ne m'a rien coûté depuis longtemps. Les arbres le long de Birchhollow commencent à changer de couleur. Orangé sur les bords. Doré en dessous. Le genre de beauté qui n'arrive qu'après que quelque chose a décidé de lâcher prise. 6 mois après le procès, la maison du 14 Birchhollow Road est terminée. Nouveau parquet en chêne blanc, la même essence qu'en 1948. Mur en plâtre frais, des fenêtres qui s'ouvrent et se ferment sans effort. Une cuisine avec une cuisinière à gaz, un dosseret en céramique, et un crochet près de la porte où est suspendu le vieux livre d'or de grand-mère. Des pages blanches qui attendent. L'équipe de Frank travaille le dernier jour dans un quasi-silence, comme le font les gens quand ils savent qu'ils ont construit quelque chose qui compte. Frank lui-même pose la dernière plainte dans le salon, la pièce où se trouvait le faux mur. Il passe sa main sur la nouvelle surface, se lève et époussette ses genoux. 22 ans dans ce métier, dit-il, celle-là, je m'en souviendrai. J'accroche les photographies cet après-midi-là. D'abord, l'original. Grand-mère Margaret, jeune, tenant un bébé, debout devant cette maison quand elle était blanche et entière. Je la place sur le mur du salon, exactement là où se trouvait le faux mur. À côté, la photo de 1974. M et Monsieur Margaret et Marcus, bras dessus, bras dessous, avant que le monde ne les sépare. Et à côté de ça, une nouvelle, prise la semaine dernière. Marcus et moi, debout sur le porche terminé. Dorothy derrière nous, les mains sur nos 2 épaules, riant de quelque chose que Frank a dit hors champ. Marcus emménage un samedi. Il apporte une valise et une boîte à chaussures pleine de lettres. Il prend la chambre du rez-de-chaussée, celle avec la fenêtre donnant sur le jardin que grand-mère a planté il y a des décennies. Les rosiers ont été taillés et produisent déjà de nouvelles pousses. Son premier matin, je le trouve sur le porche, un café à la main, assis dans la chaise que j'y ai placée, à l'endroit exact où Margaret avait l'habitude de s'asseoir. Il ne dit rien. Il observe juste le jardin. Le silence est confortable. Entier. Cet après-midi-là, Eleanor appelle avec les chiffres définitifs. Richard, 8 ans, détention fédérale, pas de libération conditionnelle avant 5 ans. Vivian, 4 ans, éligible à la libération surveillée après 2. Blake, 3 ans plus la radiation permanente. Kern, démission forcée, pension en cours de révision. La fiducie est entièrement restaurée. La vente de la maison de Weston se conclut le mois prochain.
Céleste a gardé assez pour louer un studio à New Haven et s'inscrire à un programme de thérapie. Le reste est restitué. Total récupéré, environ 1,82 million d'euros. Je ne m'attarde pas sur le chiffre. L'argent n'a jamais été le but. Le but, c'était la vérité. Et la vérité est assise sur mon Porsche, buvant son café, regardant les rosiers pousser. Je vous avais dit que la maison valait la peine d'être sauvée, dit Franck en partant, sa boîte à outils à la main. Il fallait juste quelqu'un qui s'en soucie assez. Je reste sur le pas de la porte et le regarde s'éloigner en voiture. Derrière moi, la maison est chaude, calme et pleine de lumière. 1 an plus tard, je me tiens sur un trottoir fraîchement coulé devant une ferme reconvertie sur le terrain adjacent au 14 Birch Hollow Road. Au-dessus de l'entrée, un panneau en bois indique « Centre communautaire Margaret Whitfield ». Le bâtiment était autrefois une grange de stockage. L'équipe de Franck l'a vidé, isolé, transformé en quelque chose de vivant. 3 salles de consultation, un petit bureau d'aide juridique, une salle de réunion avec des chaises pliantes, et une machine à café offerte qui fonctionne 1 fois sur 2. L'objectif est simple. Un soutien juridique gratuit pour les personnes confrontées à des abus financiers au sein de leur propre famille. Des groupes de soutien pour les adultes qui se reconstruisent après une rupture familiale. Du mentorat pour les jeunes femmes naviguant dans des systèmes qui n'ont pas été conçus pour elles. Je n'ai pas construit ça pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai construit parce que je sais ce que c'est que d'avoir la vérité entre les mains et personne pour vous écouter. La cérémonie d'ouverture est modeste, environ 60 personnes, des voisins, d'anciens collègues, quelques clients de mon ancienne association. Franck et 2 de ses ouvriers se tiennent à l'arrière, les bras croisés, les yeux un peu humides. Dorothy coupe le ruban. Ses mains tremblent. Elle en rit. Margaret aurait fait ça plus vite, dit-elle, et la foule rit avec elle. Eleanor se tient près de la porte, les mains dans les poches de son manteau. Elle croise mon regard et hoche la tête. Le genre de hochement de tête qui dit « ça en valait la peine ». Marcus se tient à côté de moi. Il ne parle pas pendant la cérémonie. Il n'en a pas besoin. Quand je monte sur le petit podium, il pose une main sur le dossier de ma chaise, comme un père le fait à une remise de diplôme. Je regarde les visages. Je fais court. Ma grand-mère a caché la vérité à l'intérieur d'un mur parce qu'elle n'avait aucun endroit sûr pour la dire à voix haute. Ce centre existe pour que plus personne n'ait à cacher la vérité. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de s'assurer que la vérité a un endroit où exister. Après, je remarque un petit arrangement de roses blanches près de l'entrée. Pas de cartes. Je sais qui les a envoyées. Céleste. Je laisse les fleurs où elles sont. Elles ont l'air à leur place, là, sur le seuil. Pas tout à fait à l'intérieur. Pas encore, mais présentes. Marcus reste longtemps devant le panneau après que tout le monde soit entré pour prendre un café. Il tend la main et touche le nom de Margaret Whitfield du bout des doigts. Il ne dit rien. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Elles ont juste besoin d'un endroit pour exister. Ce soir-là, après le départ du dernier invité et que la machine à café a finalement rendu l'âme, je suis assise sur le porche du 14 Birch Hollow Road. Marcus est à côté de moi. 2 tasses, du déca. Le ciel vire à l'ambre et à l'indigo sur les bords. Et quelque part dans le jardin, les premières lucioles de la saison testent leur lumière. Elle aurait adoré ça, dit Marcus. Elle l'a planifié, dis-je. Nous n'avons fait que nous présenter. Il glousse. Un son calme, fatigué. Le son d'un homme qui a attendu 70 ans pour s'asseoir sur ce porche. Je baisse les yeux sur mon poignet. Le bracelet en argent capte les derniers rayons du jour. Fin, terni, ordinaire. Si on ne sait pas ce qui est gravé à l'intérieur. Vivian l'a appelé de la camelote. Elle n'avait pas entièrement tort. C'était un costume. Il habillait un secret à la vue de tous et l'a porté pendant 4 décennies. Le bracelet contenait un code. Le code a ouvert une boîte. La boîte contenait la vérité. Et la vérité m'a soutenu quand plus rien d'autre ne le pouvait. J'avais l'habitude de penser que la famille, c'était les gens qui portaient votre nom. Qui s'asseyaient à votre table le dimanche, qui venaient à vos funérailles et prononçaient un éloge rempli de mots qu'ils ne pensaient pas. Je ne pense plus ça. La famille, c'est Marcus,
qui a photographié ma vie de l'autre côté de la rue pendant 28 ans sans jamais demander à être reconnue. La famille, c'est Dorothy, qui a gardé une boîte en bois dans son placard pendant 1 an parce qu'une femme mourante le lui avait demandé. La famille, c'est Franck, qui a retardé ses factures parce qu'il croyait en la maison avant moi. La famille, c'est Eleanor, qui a décroché au premier coup de fil et ne l'a jamais reposé. La famille, ce sont les gens qui vous choisissent, surtout quand vous choisir leur coûte quelque chose. Si vous écoutez ceci et qu'une partie de l'histoire vous semble familière, le dénigrement, le gaslighting, la façon dont votre propre famille peut vous faire sentir comme un étranger dans votre propre vie, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez pas tort de vouloir mieux. Vous n'êtes pas égoïste de tracer une limite. Et vous n'êtes pas seul, même si vous en avez l'impression en ce moment. La vérité est lourde, mais elle vous soutient. Grand-mère avait raison là-dessus. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle a signifié quelque chose pour vous, j'apprécierais un like et un abonnement. Cela aide plus de gens à trouver des histoires comme celle-ci. Et si vous n'êtes pas prêt à vous arrêter, j'ai laissé une autre histoire dans la description ci-dessous. Je pense que vous la ressentirez de la même manière. Je vous y attendrai. Et souvenez-vous, votre vérité compte.